Et pour parler de cette visite du président ukrainien en France, Sylvain Kahn, professeur au Centre d'histoire de Sciences Po et auteur de L'Europe face à l'Ukraine aux éditions PUF, est avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Volodymyr Zelensky vient de s'exprimer devant l'Assemblée nationale à Paris. Il a déclaré: si on veut la paix en Europe, il ne faut pas céder au chantage de Vladimir Poutine. Son message est très clair. Quelle est votre réaction ? Ma réaction, c'est que le message délivré par le président ukrainien aujourd'hui est constant depuis 2 ans, donc depuis que la Russie, en février 2022, a lancé une tentative d'invasion de la totalité de l'Ukraine, parce qu'il ne faut pas oublier que la guerre, provoquée par la Russie en Ukraine, elle a commencé en 2014 avec l'invasion et l'annexion de la Crimée et le fait de fomenter des sécessions dans l'est de l'Ukraine. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est pas du tout surprenant. C'est le discours que tient Zelensky depuis février 2022 auprès de tous ses homologues européens et occidentaux. Volodymyr Zelensky va aussi s'entretenir en tête-à-tête avec le président Emmanuel Macron. Que vient-il chercher exactement à Paris ? Alors, on a le sentiment que ce qu'il vient chercher, Emmanuel Macron le lui a déjà donné, puisque hier, c'était rappelé à l'instant dans les titres de votre journal, lors de la commémoration du 80e anniversaire du débarquement, Emmanuel Macron a notamment indiqué que la France s'apprêtait à donner, on ne sait pas si c'est donner, prêter, les avions de combat, en tous les cas, à livrer des avions de combat, en l'occurrence des Mirage, donc c'est pas la dernière génération, ce qui veut dire former des pilotes pour ces avions de chasse en France. Il a également proposé de former toute une brigade, c'est-à-dire 4500 militaires ukrainiens, en disant qu'ils pourraient être formés, y compris sur le sol ukrainien. Bon, par ailleurs, il y a une troisième annonce qui, je crois, est également très très importante, même si symboliquement elle est moins visible. C'est l'annonce faite par le président français que l'Agence française pour le développement, bien connue de tous les spectateurs qui ne résident pas en France, va être mobilisée pour donner de façon très substantielle une aide à l'Ukraine, parce qu'il faut bien voir que l'Ukraine, étant soumise à des destructions régulières par l'armée russe qui bombarde depuis 2 ans et demi maintenant les infrastructures critiques et civiles d'un certain nombre de villes, eh bien en fait il faut reconstruire l'Ukraine au fur et à mesure que les semaines passent. Donc c'est une nouvelle étape dans le soutien de Paris à Kiev ? Oui, et ce qui est également, je crois, à noter, c'est que cette nouvelle étape, comme vous le dites fort justement, s'inscrit, on va dire, dans un mouvement qui est porté par la plupart des pays européens et même par la plupart des pays, alors qu'on appelle occidentaux, entre guillemets, mais il faut bien voir que la coalition, on va l'appeler civile, de pays qui soutiennent l'Ukraine et qui sanctionnent la Russie, c'est une coalition de 50 pays. Donc, c'est ce qu'on appelle le format Rammstein, du nom d'une base militaire américaine qui est en Allemagne fédérale. Et quand l'ensemble de ces 50 pays se réunissent, ils ont pris l'habitude de se réunir à Rammstein, dans cette base américaine. Et là, ils vont d'ailleurs bientôt se réunir dans une semaine, mais cette fois en Suisse, à Lucerne, pour évoquer justement la manière de financer dans la durée l'effort de guerre ukrainien, mais encore une fois, l'effort de guerre ukrainien, c'est pas seulement des armes, c'est aussi le budget de l'État ukrainien et la reconstruction des villes, des infrastructures civiles, c'est-à-dire l'approvisionnement en eau, en électricité, en énergie, le métro, les écoles qui sont détruites, etc. Voilà. Donc l'aide de la France, elle s'inscrit dans une aide, si vous voulez, qui est apportée quand même par une 50aine de pays. Puis enfin, il ne faut pas oublier l'action qui est plus compliquée, mais qui est très importante, de sanctions économiques vis-à-vis de la Russie et de tentatives de la part de ces 50, dont l'Union européenne, la France, les États-Unis, l'Allemagne, de faire pression sur des pays comme l'Inde, comme la Chine, comme la Turquie, pour qu'ils n'aident pas économiquement la Russie. Vladimir Poutine a assuré qu'il se réservait le droit de fournir des armes à des pays alliés afin qu'ils ciblent des intérêts stratégiques occidentaux. Est-ce qu'il faut prendre ces menaces au sérieux ? Alors je crois qu'il faut d'autant plus prendre ces menaces au sérieux que là aussi l'histoire récente nous aide à répondre à votre question, puisque en réalité, depuis 2014 au moins, on peut considérer que la Russie se livre à ce qu'on peut appeler, ce que les stratèges appellent une guerre hybride,
vis-à-vis d'un certain nombre de pays européens en particulier, dont la France, mais également, il ne faut pas oublier, je pense que tous vos auditeurs ont ça en tête, mais rappelons-le, il y a 2300 km de frontières communes entre l'Union européenne et la Russie, dont 1300 entre la Finlande et la Russie. Il y a toute la frontière entre l'Estonie, la Lettonie d'une part, et la Russie. Enfin voilà, donc il y a l'enclave de Kaliningrad, qui est un petit morceau du territoire russe qui est dans l'Union européenne, bordé par la Pologne et par la Lituanie. Donc oui, il y a une guerre hybride. Merci beaucoup Sylvain Kahn pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre, L'Europe face à l'Ukraine, qui vient d'être publié aux éditions PEUF.